L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Jack, où sont passés les 57 000 $ de Jeffrey? Macron, la révolte contre sa dérive autoritaire. Avant de traiter ces deux informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Schnickarls, Mister Gilly Gilly, Figuro Jack, Princesse Parfaite, Charles Vandel et ce cher Philippe Bowen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Retour sur l'affaire Bribri. Si vous avez suivi mes deux derniers entretiens, vous savez que Bribri a puisé dans la caisse des pièces jaunes 2 millions d'euros pour financer e-enfance, ce qui est, vous vous en doutez, strictement interdit. Et e-enfance est dirigé, qui plus est, par des macronistes et la mission pourrait s'avérer douteuse. Et rien. République bananière, une plainte contre Bribri? Non, à ce jour, 1er décembre 2025. Aucun dépôt de plainte n'a été enregistré publiquement contre Brigitte Macron ou la Fondation des hôpitaux dans cette affaire pour détournement des dons de pièces jaunes. Cela va durer jusqu'à quand tous ces passe-droits? Autre affaire, quand nous avions affirmé que Macron s'était plaint à Donald Trump de Candace Owens, nous avions été qualifiés de, oui je vous le donne en mille, de complotistes. La réalité, en juin dernier, quand Candace Owens a révélé qu'Emmanuel Macron avait supplié Donald Trump de faire cesser Becoming Brigitte, que vous apercevez derrière moi, lors de sa visite à la Maison-Blanche, tout le monde a pensé qu'elle avait pété les plombs, était devenue folle, jusqu'à ce que l'information soit officialisée en douce dans le monde. Il y a quelques jours, dans l'E-Monde, le document confirme que le Poudré aurait profité de sa venue à Washington en février dans le cadre de négociations sur la guerre en Ukraine pour demander à Donald Trump de calmer sa passionnariat. Owens a ensuite raconté dans son émission fin juin que le locataire de la Maison-Blanche en personne l'aurait appelé pour la prier d'arrêter de parler de Bribri. Selon elle, le président français faisait de cette condition un préalable à tout accord sur l'Ukraine. Si la plainte dément l'existence d'un tel chantage, elle ne nie pas, en revanche, la nature de la conversation entre les deux chefs d'État. Contacté, l'Élysée n'a pas répondu à nos sollicitations sur le sujet. À quand une vérification de l'information que Candace Owens a accusé Emmanuel Macron de vouloir l'éliminer? Bon, dans cette affaire, j'ai dit à peu près l'essentiel. Il n'y a aucun doute qu'il y a une volonté de faire pression sur Macron de la part des Américains, car ceux-ci sont en train de négocier la paix entre Ukrainiens et Russes. Autre affaire qui fait la une des journaux. Jeffrey et Jack. La presse a en effet révélé le contenu des emails entre Jack et son grand ami Jeffrey. Quelques extraits. L'amitié entre Jeffrey et Jack surprend. Cher Jeffrey, avez-vous reçu mon email à propos du projet de film de Serge Moiti? Notre récente conversation sur Trump était passionnante. Encore une fois, vous aviez raison. À bientôt, écrit Jack Lang le 19 septembre 2018. Un échange inattendu a été rendu public entre le président de l'Institut du monde arabe et l'ancien délinquant sexuel. On dit ancien parce qu'il est décédé. Le message de Jack ainsi que plusieurs autres ont été retrouvés parmi des dizaines de milliers de documents du dossier Jeffrey, déjà rendu public aux États-Unis. L'ancien ministre de la Culture a renoncé à diffuser un documentaire autobiographique produit par la compagnie du Belvédère de Serge Moiti et cofinancé grâce par un don du milliardaire criminel. Pour le moment, Jack n'est visé par aucune accusation dans cette affaire. Selon les journalistes du Point, Jeffrey aurait financé un documentaire autobiographique sur Jack. Voyons cela de plus près avec l'article Politico de 2020. En 2018, un an avant son arrestation pour trafic sexuel et sa disparition en prison, Jeffrey a fait un don de plus de
57 000 dollars à une organisation française à but non lucratif par l'intermédiaire de son association caritative privée. Le président, le trésorier et le secrétaire de l'association étaient tous des collaborateurs ou amis de longue date de Jack Lang, ministre français de la Culture au début des années 80, puis de 1988 à 1993. En 2020, juste après les révélations sur le scandale Jeffrey, la presse française s'interroge justement sur cette association de Jack Lang qui avait reçu tant d'argent pour ce documentaire. Quant à la vocation de la structure, donc de Jack Lang, Sylvie Aubry indique qu'elle devait produire un film sur la culture dans les années 80 et 90 ou quelque chose comme cela. Ce qui semble concorder avec les explications de Jack Lang. Mais à l'inverse de l'homme politique, la cofondatrice dit ignorer l'avancement du projet. À vrai dire, elle n'a même pas de souvenir que l'association ait jamais été réellement active. Sylvie Aubry semble pourtant aux premières loges pour observer le travail de la structure. L'immeuble où est domiciliée l'association, dans le 14e arrondissement de Paris, est en effet le même que celui où habite Sylvie Aubry. À moins que la cofondatrice ait simplement prêté son adresse au moment de la déclaration, alors que Politico indique que l'organisation n'est même pas visible sur les boîtes aux lettres et interphones. Les journalistes de Marianne, qui reprennent l'enquête de Politico, suggèrent que cette association, en quelque sorte, est bidon, juste créée pour toucher 2 gros chèques. C'est ennuyeux parce qu'il y a eu de très nombreux précédents dans la production de films. Oui, on monte un projet, on touche des dons et puis rien ou pas grand-chose. Et au passage, on plume certains pigeons. Vous vous rappelez de l'affaire Bogdanov ? Le procès de l'affaire impliquant les frères Bogdanov pour escroquerie sur personnes vulnérables s'ouvre à Paris. Les jumeaux avaient tenté d'extorquer des fonds à un restaurateur qui avait mis fin à ses jours. La famille avait porté plainte donc contre les Bogdanov. Eh bien, les jumeaux avaient disparu opportunément du Covid à quelques jours de leur procès. Ma vidéo sur le sujet avait été censurée. Alors, le film de Jack Lang. Jack Lang rembobine son film financé par Jeffrey. L'ancien ministre de la Culture de Mitterrand a discrètement renoncé à diffuser un documentaire dédié à sa gloire et qui a été cofinancé grâce à un don du milliardaire criminel Rideau. L'existence de ce documentaire, jugé fantôme en 2020, semble être confirmée en 2025, mais personne ne l'a jamais vu. Impossible d'avoir des renseignements complémentaires à ce sujet. Il faudra donc se contenter de la parole de Jack. Quant à Serge Moati, il est étonnamment muet sur le sujet. Et puis il y a ça, un volet français à creuser. Une dernière fois avant la mort de Jeffrey, l'ancien ministre l'a croisé et a même reconnu l'avoir invité. C'était le 29 mars 2019, lors du 30e anniversaire de la pyramide du Louvre. C'était il y a 1 an et demi à peine. L'article date donc de 2020. Fascinant, ne trouvez-vous pas? Parce que Jeffrey sera arrêté 3 mois après, en juillet 2019, et tout le monde savait depuis 2017 qu'il était accusé, parce qu'il y a eu de très nombreux articles dans la presse mondiale, d'agression sur mineurs. Mais Jack, cela n'avait pas l'air de le troubler. Rappelez-vous ce que disait Luc Ferry au sujet d'un ministre, mais on ne connaît toujours pas son nom. Il y avait un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire... Ou ce qu'affirmait Roger Olindre. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma description. Malgré toutes ces accusations, Jack est resté une pièce maîtresse de la Macronie. Malgré ou grâce à Emmanuel Macron reconduit Jack Lang, 84 ans, à la tête de l'Institut du monde arabe. Eh oui, Jack Lang est bien une pièce maîtresse de la Macronie, il est de tous les voyages, de toutes les invitations. Mais pourquoi donc? Un peu comme Cohn-Bendit ou Duhamel. Sans transition aux médias. Enfin si, ceci explique cela.
Le Poudré s'en prend directement à CNews. Le chef de l'État juge l'Arcom trop laxiste envers la chaîne et voudrait un régulateur beaucoup plus ferme pour encadrer ce qu'il considère comme une diffidence audiovisuelle. Vous tombez tous de l'armoire, mais vous croyez qu'il a fait quoi avec C8 ? Cela fait 1 an et demi que je l'avais dit dans une vidéo. Le problème, c'est que le déni et la peur fait que les réactions arrivent toujours trop tard. Ce n'est pas vous qui allez me contredire, ma chère Béatrice, mais pendant la pandémie, où étaient-ils les défenseurs de la liberté d'opinion, les défenseurs de la liberté d'informer, bref, tous les amoureux d'un débat honnête, aux abonnés absents? Et aujourd'hui, ils s'étonnent que les médias soient vérolés par la pénétration répétée d'agents macronistes. La bonne blague. Reporters sans frontières. Pluralisme. L'Arcom inflige un camouflet à Reporters sans frontières et à France Télévisions contre CNews. Le régulateur de l'audiovisuel remet en cause l'étude de Reporters sans frontières utilisée par le magazine Complément d'enquête. Vous vous rappelez que Reporters sans frontières a bidonné une étude qui montrait faussement que CNews diffusait les politicards de gauche que la nuit, afin de les invisibiliser puisque les audiences sont très faibles durant la nuit, mais qui aurait permis malgré tout à CNews de respecter l'injonction de l'Arcom de pluralisme. Tout cela était débile et bien évidemment faux, mais Complément d'enquête du service public a tout de même diffusé la séquence, ou du moins une partie, alors que l'Arcom a officiellement démonté le rapport de Reporters sans frontières qui sert de colonne vertébrale à leur émission. Mon Dieu, il y a un flagrant délit de collusion entre le service public et Reporters sans frontières pour bidonner un reportage. Mais d'ailleurs, qui est à la tête de Reporters sans frontières? Pierre Aski. Alors pour le coup, ils ne sont pas spectateurs engagés, ils sont militants. Pierre Aski, je le connais bien. Il est l'ami de George Soros, qui est un activiste d'extrême gauche américain, qui passe son temps et qui met ses milliards au service d'une déstabilisation des démocraties occidentales. Eh oui, Soros, une fois de plus, Soros. On revient toujours à la case départ avec les macronistes. Et pour mémoire, Macron fait référence à Reporters sans frontières pour la labellisation de tous les médias. Si je comprends bien, on ne peut pas être journaliste si on n'a pas reçu la bénédiction de George Soros. Bref, si on n'est pas progressiste woke radicalisé comme sur France Inter, magnifique. France 2 fait appel à Reporters sans frontières pour décrypter CNews. Ce que France TV cache, c'est que Reporters sans frontières est présidé par Pierre Aski de France Inter, qui a avoué avoir été payé par Soros pour surveiller le net et éviter une catastrophe Donald Trump en Europe. Est-on étonné dans ces conditions que Reporters sans frontières ait reçu des dons de l'Open Society de George Soros? Par ailleurs, 11% de ces fonds viennent de dons et du mécénat. L'organisation reçoit par exemple le soutien de la fondation Open Society, créée par le milliardaire américain George Soros et décrite par France Info comme un réseau pour le soutien à la gauche américaine, à la promotion des minorités, à l'égalité des sexes et pour inciter au vote les électeurs noirs et latinos, qui lui a octroyé des dons importants, 200 000 € en 2017, 175 000 € en 2019 et 300 000 € en 2021. On peut en effet s'interroger sur leur indépendance. Mais revenons sur les propos du chef de l'État. Le président, cette semaine, devant témoins, s'est agacé que le président de l'Arcom n'en fasse pas suffisamment à l'encontre de CNews. En creux, il faut y voir... Des propos extrêmement graves. Pourquoi ? Oui, le président de la République est constitutionnellement garant de la liberté d'expression, indirectement via son devoir de veiller au respect de la Constitution qui inclut les droits de l'homme de 1789, symboliquement et politiquement en tant que chef de l'État et arbitre des institutions. Macron bafoue une fois de plus nos libertés et notre Constitution. Destitution ? Mais il y a un fait bien plus grave. En France, la Constitution garantit la séparation des pouvoirs. Macron ne doit donc pas émettre de pression sur une organisation qui est censée être indépendante, comme l'Arcom. Il perd vraiment les pédales. Le Poudré, CNews toujours.
quand vous avez un pouvoir qui veut, d'une certaine manière, nous dire quelle est la bonne ou la mauvaise information, vous avez de quoi vous inquiéter. Ce n'est pas le rôle du pouvoir, ce n'est pas le rôle de l'État. Le principe de la démocratie libérale, c'est que l'information soit indépendante et qu'elle soit pluraliste. Et moi, je pense que c'est ce pluralisme qui, aujourd'hui... La liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des fondamentaux de la démocratie, nous dit le sénateur Alain Houpert. La loi de 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas que garantir ces droits. Elle les encadre. Toute atteinte au pluralisme de toute idéologie politique est une atteinte inacceptable à notre démocratie. On ne combat pas les idées en les faisant taire. Je ne cesse de le répéter. Le bilan d'Emmanuel Macron est tellement épouvantable qu'il est fichu dans une France où la presse serait libre. Alors, il joue son va-tout. Le label de la presse avec Reporters sans frontières financé par Georges Soros. Un label pour les médias, la très mauvaise idée d'Emmanuel Macron. C'est dans Le Point. Pas besoin d'aller dans les régimes autoritaires. Avec Macron qui veut censurer aujourd'hui les plateformes numériques et demain contrôler les médias labellisés par le ministère de la Vérité de l'Élysée. Notre liberté d'expression est en grave danger. On dérape, Le Point le confirme, nous dit Alexandre Jardin. Tous les démocrates normaux doivent se lever. Il arrive un moment où une démocratie glisse, presque silencieusement, sur une pente qu'elle n'avait jamais imaginé emprunter. On y est. Quand on m'a parlé de ce projet insensé, labelliser la vérité, judiciariser la vérité, j'ai d'abord cru à une intox montée pour ridiculiser Macron. Un piège, une fake news, pour le faire passer pour un autocrate. Eh bien non, c'est vrai. Écoutez l'autoritarisme très prononcé de ce monsieur, céder à la tentation du contrôle de la pensée. C'est déjà trahir l'idée française et la République. Le système de référé express imaginé par ce fanatique du contrôle est hautement délirant. Ni l'État ni la justice ne doivent définir la vérité dans une démocratie. Et c'est ce même Macron qui nous expliquait qu'il était le garant de la liberté d'expression. Mais ça, c'était autrefois au micro d'Al Jazeera. Quiconque qui est journaliste peut s'exprimer librement sur le président de la République, le gouvernement, la majorité politique. Macron bafoue, nous l'avons vu, nos libertés, notre constitution. La destitution s'impose ? C'est une bonne séquence, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Oui, Macron, en voulant contrôler l'info pour sauver sa peau, donne raison à tous ces complotistes qu'il avait baptisés Kim Jong. Cela oblige également les médias Bolloré à balancer du lourd sur le poudré parce que pour eux, c'est une question de survie. Quant à la presse de gauche, mon Dieu, future labellisée, elle s'enfonce dans une crise sans fin de crédibilité. Oui, c'est bon pour nous. Autre sujet, le financement à l'Est. Bonjour à tous, permettez-moi de vous poser tout d'abord une question simple, mais il faut le dire assez explosive. Où va réellement l'argent que nous envoyons depuis des années à l'Ukraine ? Cette question devient incontournable aujourd'hui avec l'immense scandale de corruption dans l'affaire dite Midas qui éclabousse des proches du président Zelensky. Des pots de vin présumés autour d'une entreprise publique du nucléaire en l'occurrence. Alors on parle pour l'instant de 100 millions d'euros détournés. Cela a nécessité des mois d'écoute, de perquisition chez plusieurs ministres d'un système en fait piloté par un homme d'affaires intime du pouvoir. Et pendant ce temps-là, en même temps si j'ose dire, l'Union européenne continue de verser des milliards d'euros. Nous en sommes depuis 2022 à 177 milliards et demi d'euros versés à l'Ukraine avec comme contribution française environ 8,6 milliards qui ont déjà été engagés. Et sachez-le, Madame von der Leyen, Bruxelles donc, la Commission européenne, demande un effort supplémentaire pour les États membres de l'Union européenne de 70 milliards pour 2026. C'est absolument considérable. Mais le plus sidérant, c'est le contexte dans lequel tout cela se produit. En France, vous le savez, au même moment, nous sommes en plein débat budgétaire. Le gouvernement veut plus de 20 milliards d'impôts supplémentaires, plus de 30 milliards de nouvelles dépenses, alors que notre pays est déjà écrasé par une somme vertigineuse de 3 400 milliards d'euros de dettes. Et qui va payer ? Toujours les mêmes.
et les classes moyennes, les familles, les salariés, les retraités, qui n'en peuvent plus de se serrer la ceinture pendant qu'on leur explique qu'il n'y a pas d'argent magique. Eh bien si, il y en a, mais pas pour eux. Pour un régime où la corruption reste systémique, documentée et massive. Alors vous voyez naturellement l'absurdité. On ponctionne les Français et en même temps, on envoie des milliards à un pays où une partie finit potentiellement dans les poches d'oligarques ou peut-être même de mafieux. Alors à un moment, et ce moment approche, nos compatriotes vont se dire ce que nous... Il est quand même effarant qu'il aura fallu 117 milliards déversés au gouvernement ukrainien pendant 3 ans sans aucun justificatif de dépenses avant que des députés de l'Union européenne ne commencent à s'inquiéter de savoir où est allé cet argent. Ma chère Barbara, il y avait des députés qui ont dénoncé ces prêts et autres subventions sans contrôle, comme le député Thierry Mariani. Mais il est vrai qu'il était un peu seul. Je pense qu'il y avait une forme de terreur exercée sur les partis et les politiques par les européistes. Il ne fallait pas aborder le sujet. Aujourd'hui, ces européistes terrorisent un peu moins, car ils ont perdu. La diplomatie européenne est marginalisée, c'est le titre du Figaro de ce lundi, et la guerre est perdue. Alors certains se révoltent, comme les Belges. Pourquoi la Belgique refuse d'utiliser les avoirs russes gelés en faveur de l'Ukraine? Touchez pas au Grisby. C'est en substance le message de Bart de Wever à Pustula, dans une lettre de 4 pages qu'il lui a adressée jeudi et que le Figaro a pu consulter. Dans cette missive, le Premier ministre belge redit sa ferme opposition au projet fondamentalement mauvais de la Commission européenne d'utiliser les 190 milliards d'avoirs russes gelés dans les coffres de la société Euroclear à Bruxelles pour financer un prêt de réparation pour l'Ukraine. Encore un coup dur pour Pustula. La guerre est perdue, mais le reconnaître provoquerait un séisme politique, a déclaré Viktor Orban à propos du conflit ukrainien. Merci à InfoLive. Qui, parmi les politiciens de l'Union européenne, osera dire qu'en avril 2022, alors que la paix était proche, l'Occident l'a empêché? Qui reconnaîtra que dans ce cas, des centaines de milliers d'Ukrainiens auraient pu rester en vie et que l'Ukraine aurait eu plus de territoire? Et quand on lit ce genre d'article du Guardian, il y a de quoi en effet être en colère. Nicolas Mirkovic. On apprend que Boris Johnson, nous étions le 13 octobre dans le Guardian, ex-premier ministre britannique, a empêché un accord de paix entre Zelensky et Vladimir Poutine au printemps 2022 et qu'il a reçu un don personnel d'1 million de livres de la part de C. Arbon, actionnaire majeur d'une firme qui vend des armes à Kiev. La guerre en Ukraine, une histoire de gros sous. Lorsqu'on apprend la démission du bras droit de Zelensky pour corruption, il y a de quoi en effet avoir des doutes. Quel est votre degré de connaissance des détournements par le gouvernement ukrainien des milliards d'aides de la France et de l'Union européenne? Pourquoi une absence de contrôle de l'utilisation des fonds envoyés? Philippe Béchade, posons la question plus directement. Qu'est-ce que touchent ceux qui s'agitent pour prolonger la guerre? Pour Boris Johnson, je viens de vous le dire, le chèque aura été d'1 million de livres pour torpiller l'accord de paix d'Istanbul, que Bild avait annoncé comme pratiquement validé par les deux belligérants. Remarquez que cette corruption permet à Donald Trump de tordre certains bras. Trump estime qu'il y a de bonnes chances qu'un accord soit signé entre l'Ukraine et la Russie. Donald Trump a estimé dimanche qu'il y avait de bonnes chances donc pour qu'un accord soit signé afin de mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine dans la foulée des négociations entre une délégation américaine et ukrainienne en Floride. Je pense que la Russie aimerait que cela se termine et je sais que l'Ukraine aimerait que cela se termine, a déclaré à bord d'Air Force One le président américain qui a récemment dévoilé un plan de paix considéré par certaines chancelleries européennes comme très favorable à Moscou. Malgré la corruption, malgré tout ce qu'on sait, eh bien, le poudré va encore s'exhiber avec ZZ. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron recevra Zelensky lundi à Paris. Micron va faire des papouilles à volo. Maintenant, c'est une calinothérapie par semaine. Franchement, dans un monde normal, le président français devrait fuir à ZZ. La corruption éclate au grand jour. Elle fait la une de toute la presse mondiale. Et elle ne pointe pas seulement l'entourage de ZZ, mais ZZ lui-même.
Et cette corruption était connue depuis très très longtemps. Pourquoi les médias officiels ne disent jamais que Zelensky est cité dans les Pandora Papers comme l'un des hommes les plus corrompus au monde? Combien de villas et de voitures de luxe a-t-il acheté avec l'argent détourné de nos impôts? Cette corruption s'est allée à la une de notre presse en 2021. Et il y a cette affaire. La Turquie condamne les frappes ukrainiennes sur les pétroliers russes au large de la côte de la mer Noire. C'était dans les eaux turques. Le général Alcazar. Décidément, encore une fois, le général Chauvincy brille par la clarté et la pertinence de son analyse à propos de l'attaque des 2 pétroliers sous pavillon de complaisance au large des côtes turques. Il aborde de manière très rationnelle les questions posées par un acte de guerre similaire aux actions des Houthis en mer Rouge et au sabotage du Nord Stream, le seul acte de guerre contre des intérêts franco-allemands dans lequel l'Ukraine est accusée. Je cite, « Quand on est pris à la gorge, on est prêt à faire n'importe quoi. » Et je rajouterai n'importe quoi qui renforce le jeu et les positions russes. Un comble. Remarquons également que le meilleur plateau de LCI sur le conflit en Ukraine est celui de Christophe Moulin, avec des intervenants de qualité comme le général Chauvincy et Benoît Billon, qui conduisent de véritables analyses et ne livrent pas d'opinion. Corruption et actes terroristes, cela sent vraiment la fin. Et si vous voulez avoir un avis sur le développement des opérations terrestres, ne ratez pas le bulletin 266 de Xavier. Dans ma description, bien évidemment, dans son moment bunker, Xavier s'interroge sur les compétences de Kaja Kallas. Est-elle seulement bête? C'est un signe quand même. Quand une institution comme l'Union européenne place de telles personnes à un tel niveau de responsabilité. Ne manquez pas le moment bunker. Donc, quant aux cartes du front terrestre, cela avance vite. Pokrovsk, Kupiansk sont tombés, Seversk et Gouliapol vont suivre, comme Liman. Et après, eh bien, à la semaine prochaine, donc, avec Xavier. Vous êtes nombreux à m'interroger sur cette information. L'Australie va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Pour appliquer la mesure, tous les adultes devront scanner leur carte d'identité, passer par une reconnaissance faciale pour se connecter. Macron et le gouvernement français veulent la même chose. Et voilà ce que veut Macron, identité numérique plus reconnaissance faciale pour tous, lisez ça. Et voilà ce que 100% des eurodéputés ont voté cette semaine au Parlement européen. Opposition, vraiment ? Dans cette histoire, il faut distinguer 3 choses. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans est une bonne mesure parce que tout le monde sait, c'est prouvé, documenté, que les capacités cognitives de nos ados sont attaquées par ces mêmes réseaux sociaux. Oui, c'est vraiment prouvé et les dégâts sont catastrophiques. Mais 2, vous savez bien, et nous sommes d'accord, les autorités ne font pas cela pour préserver nos adolescents, mais pour pouvoir nous contrôler par la suite. Parce que s'ils avaient voulu vraiment préserver nos adolescents, cela ferait belle lurette qu'ils l'auraient fait. Oui, cela fait 10 ans qu'on connaît ce genre de choses, ce genre de dégâts des réseaux sociaux sur nos adolescents. 3, et ceux qui mettent en place ces mesures dans le monde, ce sont toujours les mêmes, ce sont les socialistes, les progressistes, en Australie comme dans l'Union européenne. Oui, c'est progressiste à la mode Soros, comme d'habitude. Et puis, le véritable problème, ce n'est même pas la reconnaissance faciale ou la technologie, c'est qui contrôle. Et ils font tout pour que le peuple ne contrôle pas ou mette son nez dans ces histoires. C'est ça qui est vraiment effrayant. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy et la transition est toute faite. Kim Jong-un annonce que si les Nord-Coréens ne sont pas contents de sa politique, ils n'ont qu'à aller en France pour voir ce que c'est qu'une vraie dictature. Au départ, ce n'était qu'une plaisanterie, mais aujourd'hui, dites-moi tout. Au bon tweet français, coucou Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires qui lui sont très étrangères. C'est qui sur la photo avec toi? Mais dis donc, c'est pas Yermak, le mec qui a détourné plusieurs centaines de millions d'euros d'aide, et notamment de l'Union européenne? Paraît-il que désormais, Jean Nono n'aime pas du tout que l'on montre cette photo. Allez comprendre pourquoi.
Nathan Dever qui a dépassé le mur du son, c'est dit. Zelensky ne fragilise pas son pays. Il subit une campagne de calomnie menée par Trump et Poutine. On cherche à le discréditer alors que l'Ukraine fait preuve d'une démocratie rare en temps de guerre, lance Nathan de Travers. En effet, Pablo Escobar fut également calomnié par les USA dans les années 80-90, ce qui prouve bien que la Colombie était une vraie démocratie et pas un narco-État où la corruption, les enlèvements et la guerre de produits stupéfiants atteignaient une dimension industrielle. Il est vraiment amusant, ce Nathan. Faut-il lui rappeler que tout le clan, une grande partie du clan de Zezet est en fuite pour corruption, que son bras droit Yermak a démissionné et que Zezet, vous vous en souvenez, avait voulu fermer le Naboo, le service anticorruption ukrainien. C'est la colère du peuple et de Trump qui a fait reculer Zezet. Ah, campagne de calomnie. Il est drôle comme BHL. Ah, mais il n'y a pas de hasard. Oh, Nathan était le secrétaire de BHL, son apprenti. Eh bien voilà, il a gagné ses palmes, il est grotesque officiel, comme son maître BHL. Dans la série Qui l'eût cru ? Une étude montre que les matinales de Radio France penchent à gauche. Oui, qui l'eût cru ? Gabriel Attal est comme Nathan Dever. Il nous en sort toujours de très bonnes. Il se bat contre les augmentations d'impôts. Qui aurait pu prévoir que les 1300 milliards de dettes Macron risquaient de se transformer en nouveaux impôts ? Qui l'eût cru ? Et même chose pour la borne. Je m'engage en politique, c'est pour éviter que les Français soient confrontés à ce choix impossible entre Mélenchon et Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ce qui est fabuleux avec les macronistes, c'est que selon eux, ceux qui font le plus de mal à notre pays sont ceux qui ne sont pas au pouvoir et ne l'ont jamais été, quoi que l'on puisse penser de Mélenchon ou de Marine Le Pen. Ce niveau de malversation intellectuelle et morale est une spécificité macroniste. Quoi ? Les macronistes sont malhonnêtes ? Mais qui l'eût cru ? Tristan le fact-checker était l'invité de LCU pour parler de complotisme. Dans sa localisation, on voit qu'il est en Afrique. C'est un conte plutôt patriote, on va dire, c'est ça ? Oui, c'est ce qui est assez croustillant. Mais lui s'est défendu, alors c'est ce qu'il a exposé publiquement en disant... Notre ami Henri de Turenne a eu les honneurs de Tristan. Il lui reproche d'avoir habité l'Afrique. Tiens, ça me rappelle quelque chose, un petit souvenir historique. L'un des principaux griefs des heures les plus sombres de notre histoire contre les gaullistes était précisément de s'être réfugié en Angleterre ou ailleurs, au lieu de rester en France, métropole ou dans l'Empire, sous autorité de Vichy. Ce qui était interprété comme une preuve d'absence de patriotisme et de soumission aux intérêts britanniques. C'était un axe central de la guerre idéologique entre les deux France de 1940 à 1944. Croustillant d'habiter l'Afrique, n'est-ce pas, Tristan ? Cela nous rappelle des souvenirs historiques, ça. C'est pas joli de reprendre les arguments du maréchal Moustache. Cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, mon cher Tristan. Vous feriez mieux d'écouter Boris Cyrulnik. La censure des idées opposées rend idiot. Avec Tristan, on en a une belle illustration, éclairant Cyrulnik sur la rage de vouloir faire taire ceux qui ne sont pas de votre avis, si révélatrice des esprits imbéciles et qui le deviennent plus encore. Un cerveau sain, seul s'atrophie. J'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt et au revoir.